présenter immédiatement, parce que c'est un grand plaisir pour moi, les invités de ce soir, Robert Jonquet. Bonsoir Robert Jonquet, merci d'être venu. Bonsoir, c'est normal. Nous allons passer cette émission ensemble, vous connaissez le processus, nous intervenons entre les différentes séquences pour rendre tout ceci plus vivant. Et immédiatement, l'actualité oblige, les résultats de la soirée. Nantes, Barins à Nantes, 3-1. Sochaux à Sochaux, bas Monaco, 3-2. Lyon et Strasbourg à Lyon font match nul 1 partout, mais Bernard Lacombe est blessé, victime d'un claquage, 15 jours d'indisponibilité. La série noire des sélectionnés français continue. Nous l'évoquions au journal de 13h avec Michel Hidalgo. C'est un problème ardu, mais le calendrier est ce qu'il est. Il faut s'attendre peut-être à de nouveaux incidents sur ce parcours de l'équipe de France vers l'Argentine. Lens à Lens bat Saint-Étienne 2-0. Laval, chez lui, est battu 2-1 par Paris Saint-Germain. Autre victoire à l'extérieur, Nancy, qui bat 3-3 sur le score de 3-2. Nîmes, à domicile, bat Bastia 2-0. Metz totalise contre Bordeaux 5-0. Et Rouen et Valenciennes à Rouen font match nul 1 partout. Vous l'avez remarqué, c'est maintenant traditionnel, je ne vous ai pas donné le résultat de Nice-Marseille, tout simplement parce que nous allons en suivre de larges extraits dans cette émission et nous ménageons le suspense. Robert Jonquet, ça fait plaisir quand on reçoit dans une émission, je veux dire, presque un souvenir d'enfance. Vous étiez un des dieux de l'époque, de cette équipe de Reims, de cette équipe de Suède, et vous étiez, je ne sais pas si vous avez passé par l'idée, si vous y avez pensé, mais pour moi, maintenant, avec le recul, vous étiez un peu le Beckenbauer de l'époque. D'abord parce que vous aviez un peu le même poste, et puis cette façon de jouer. Il y a un adjectif qui revenait souvent dans les comptes rendus. À votre propos, on disait impérial. Robert Jonquet impérial, ça revenait très souvent. Et je crois que c'était un calme, en tout cas. Est-ce que ce calme était réel en réalité? Non, non, c'était extérieur. À l'intérieur, c'était bouillonnant, mais à l'extérieur, je paraissais très calme. On avait toujours l'impression, effectivement, que vous dominiez la situation, que vous voyez ça de très loin. Il y avait même presque un certain lymphatisme dans votre façon de jouer. Vous savez, vu d'assez loin, on avait l'impression que je prenais des risques terribles. Mais quelquefois, les risques, il y avait quand même largement de quoi laisser passer le ballon. Alors, une carte de visite rapide pour les jeunes, ceux qui ne vous ont pas connus parce que les autres n'en ont pas besoin. Vous êtes né le 3 mai 1925 à Paris. Vous avez 58 sélections en équipe de France, c'est-à-dire que vous venez dans le classement tout de suite derrière Roger March, qui lui en a 63. Oui. Vous avez gagné 5 fois le championnat, 2 fois la coupe. Vous avez joué 2 finales de Coupe d'Europe. Et vous avez été avec la fameuse équipe de France de Suède en 1958, c'est-à-dire qu'un palmarès très complet, il est difficile de faire mieux. Oh, je pense qu'il y en a qui feront mieux. Enfin, pour l'époque, en tout cas. Et puis, vous étiez considéré comme le meilleur demi-centre français de tous les temps. On disait demi-centre à l'époque. Il n'y avait pas le stopper et le libéro. Non, non, il n'y avait qu'un homme pour les deux postes, si on veut. Donc, vous restez avec nous, bien entendu. Nous allons évoquer maintenant le futur adversaire de Bastia dans la Coupe de l'UEFA. C'est-à-dire que, contrairement aux fois précédentes, Bastia, cette fois-ci, va sortir d'abord pour recevoir son adversaire ensuite. Alors nous avons voulu faire plus ample connaissance avec ces Grasshoppers de Zurich, qu'il ne faut pas confondre avec le FC Zurich, parce qu'il est facile de faire la confusion. Le FC Zurich, c'est ce club qui a joué l'an dernier en demi-finale de la Coupe d'Europe contre Liverpool. Les Grasshoppers, c'est l'autre club de la ville, le club concurrent. Et Bernard Giroud nous sert de guide chez nos voisins et amis suisses pour découvrir ces sauterelles du football suisse. En allemand, Grasshopper, cela veut dire sauterelle. Président, pourquoi ce nom des Grasshoppers, pourquoi ce nom de sauterelle? Le Grasshopper Club est fondé en 1886 et il était fondé par des études. Plusieurs de ces études étaient des Anglais. Et parce qu'ils ont commencé de jouer en football, ils ont pris pour le symbole les sauterelles. Capitale de la Suisse alémanique, Zurich compte 450 000 habitants et l'agglomération atteint 800 000 personnes. Ville d'argent et de luxe, Zurich est une place forte financière où se développe l'industrie de haute précision.
Calme et douceur suisse sont bien éloignés de la chaleur corse. La viande des grisons remplace ici les figatelles. À Zurich, il existe deux grands clubs de football. Le FC Zurich, éliminé en demi-finale de la Coupe d'Europe l'an passé par Liverpool, et les Grasshoppers. Le stade des Grasshoppers comporte 35 000 places et le public y est placé près de la pelouse. Si le FC Zurich est un club populaire financé par la ville, le Grasshopper est un club privé, snob, omnisport et aidé par ce qu'on appelle le club des jeudis, c'est-à-dire la haute société zurichoise qui pratique un sport et qui se réunit tous les jeudis. Par d'onéreuses cotisations, ces personnalités apportent leur aide financière. La plupart des joueurs sont des semi-professionnels, c'est le cas de Francis Montandon, électromécanicien, l'un des meilleurs défenseurs. On est semi-professionnel, c'est-à-dire qu'on travaille en matinée et l'après-midi on le passe à faire l'entraînement ou prendre des soins ou se reposer. Est-ce que cela n'est pas un handicap? Ça pourrait être un handicap, mais je pense que c'est un avantage parce qu'en Suisse, on ne peut pas jouer pendant l'hiver. Ça fait 2-3 mois de pause et je pense que le travail, c'est aussi une fonction dans la vie qui est très importante. Les Grasshoppers de Zurich ont déjà obtenu 16 titres de champion de Suisse et furent 13 fois vainqueurs de la Coupe de Suisse. Actuellement, ils sont en tête de leur championnat. En Coupe de l'UEFA, ils ont éliminé successivement Copenhague, Bratislava, Tbilissi et Francfort. L'entraîneur Helmut Johansen est allemand. Il dirigeait auparavant le Borussia de Berlin. Il a imposé à Zurich une certaine discipline et son autorité. Les joueurs semblent craindre particulièrement le déplacement à Bastia, comme l'exprime Ponte, un Suisse d'origine napolitaine. Vous n'êtes pas très optimiste? Oui, je crois. Je pense qu'on peut faire quelque chose à la maison, mais on voit les résultats de faire ici, pas Bastia. Pourquoi? Si on peut faire 3 buts ici, c'est une grosse chose pour aller à Bastia, mais si Bastia fait un bon résultat ici, notre chance sont très petites après. L'une des valeurs sûres des Grasshoppers, c'est le jeune gardien Roger Berbic. Dans un jour faste, à lui seul, il peut sauver un match. Dans cette équipe en bleu et blanc, il n'y a pas de véritables individualités. Sa cohésion, son homogénéité, sa condition physique sont ses principaux atouts. D'ailleurs, les Grasshoppers pratiquent plus un football physique que technique. Omniprésence, opportunisme et contre sont les seules consignes de jeu. L'Allemand Johnny Hay et le Roman Montandon en défense, les attaquants Ponte, Elsener et Sulzer constituent l'armature de cette équipe de combattants. Une équipe plus proche du football allemand que du calcio latin. Battus 1-0 la semaine passée sur leur terrain par le Servette de Genève, les Grasshoppers ont pris leur revanche en gagnant à Bâle 5-2. 3 buts de Elsener. Elsener, le numéro 11, qui marque là encore. Et 2 buts de Claudio Sulzer. Claudio Sulzer, cette accession en demi-finale est pour vous une surprise? Oui, naturellement, on peut la considérer comme surprise parce que au début de l'année, on n'a jamais pensé d'accéder aux demi-finales. Maintenant, c'est une heureuse surprise et on fera le possible pour continuer parce que vu qu'on arrive une fois en demi-finale, ce serait quand même dommage si on ne profiterait pas. Je crois que c'est une chance unique pour nous. On ne peut pas accéder tout le temps en demi-finale et je crois que on fera tout le possible pour aller en finale. Vous connaissez l'équipe de Bastia? Je la connais. J'ai vécu 2 ans et demi en Suisse romande et là on est un peu orienté sur le football français et je la connais assez bien. Je connais presque tous les joueurs et je suis content de jouer une fois contre eux. Que redoutez-vous chez les Bastiais? Mais je redoute un peu l'équipe. On ne peut pas redouter un type ou l'autre. Il y a les noms comme partout, mais je redoute l'équipe surtout. Ouais. Est-ce que vous ne redoutez pas du tout la concurrence du FC Zurich? Est-ce que vous n'en souffrez pas trop? Cette année, c'est fini. Dans le temps, je parle des dernières 3-4 ans, on souffrait assez cette influence de Zurich. Et finalement, on vivait
dans un complexe d'infériorité. Maintenant, on les a battus deux fois cette année, on les a battus même sur leur terrain. Et point de vue moral, ça nous a fait très bien. Et je crois aussi les résultats en général. On n'a pas seulement battu Zurich, on a quand même montré qu'au niveau national, on avait un rôle à jouer. Mais mercredi, tout Zurich sera pour les Grasshoppers. Je crois. L'année passée aussi, on était tous Zurich contre Liverpool, contre Dresde. Et je crois que cette année, ce sera le contraire. C'est les Zurichois qui vont une fois crier Obgetse. Les Grasshoppers ont aussi leur hymne, un hymne bien zurichois. Voilà donc le club et la ville qui attendent Bastia mercredi prochain a signalé pour les éventuels candidats que le club des supporters de Bastia à Paris organise un train spécial aller-retour avec la place du stade, à leur avis aux amateurs. Robert Jonquet, comme toujours, quand nous avons un invité, nous ressortons des images, pas toujours faciles à trouver d'ailleurs, la plupart du temps en noir et blanc. Et puis, il y a un problème en ce qui concerne les gardiens de but et les défenseurs, c'est que ces images ne sont pas toujours à votre avantage, parce que si on voit bien les gens marquer des buts, en général, on en voit d'autres en concéder. Ce sont toujours les défenseurs ou le gardien qui les concède. Oui, c'est logique d'ailleurs. Oui, effectivement, surtout sur des petits montages qui sont courts, qui sont restés comme des documents. Alors nous avons choisi un France-Belgique, 1954. Je ne sais pas si vous en souvenez vraiment. Est-ce que vous arrivez à situer dans 58 sélections chacun des matchs que vous avez joués? Oh bien, quand si je vois des images, je vais bien, très bien me rappeler. Voilà, ah ben alors nous allons faciliter les choses, vous allez les voir, nous allons vous en parler ensuite, avec des commentaires de l'époque, le tout étant une carte postale souvenir et un document sur Robert Jonquet. Plus de 60 000 personnes assistent à Colombes au match France-Belgique. Match des deux équipes vainqueurs de l'Allemagne, champion du monde. Les Belges portent maillot foncé et culotte noire. Sur une attaque française, toute la défense de zone belge se regroupe. Coppa parvient à percer. Myrthe rate son blocage, mais Coppa botte à côté. Cette fois, c'est le redoutable Coppens qui attaque. Jonquet l'arrête, mais pas sa Mermans. Shoot. La balle va dans les pieds de Lamberecht, qui relance Coppens. 3 défenseurs français lui tombent dessus, et le ballon tranquillement va dans les buts. Belgique 1, France 0. Les Français partent à l'attaque. Foy et Coppa s'entendent bien. Foy tire au but. Mais Myrthe est là. À la mi-temps, Belgique 1, France 0. Après le repos, les Français dominent. Dominent, mais sans marquer. Et c'est au contraire Lamberecht qui marque le deuxième but belge. À 25 minutes de la fin, la Belgique mène donc par 2 buts à 0. Les Français repartent. Tête de De Reudre. Renvoi, shoot de Coppa, but. Belgique 2, France 1. Descente de Majoub. Passe à Vincent. Shoot. Tout le monde lève les bras. Qu'y a-t-il? Huysmans, dit l'arbitre, a arrêté de la main. C'est un coup de théâtre sur penalty. Match nul 2 à 2. Voilà, il est intéressant ce document. Ah oui. Un double titre, parce que les annales officielles que j'ai consultées disent que vous avez marqué contre votre camp. Et manifestement, ça ne figure pas sur les images. Vous savez, c'est fort possible. Hein. Quand on arrive à égalité avec un attaquant, ça arrive des fois de dévier le ballon. Et, alors peut-être sur l'action avec Coppens, il est possible que c'est votre pied qui est traîné ou Oh, c'est pas évident du tout. Hein. Non, enfin, je pense que ça fait plus plaisir à Coppens d'avoir marqué un but qu'à moi. On ne voudrait pas revenir chaque fois à la comparaison du football de l'époque et du football de maintenant. Mais il y a une comparaison chez vous qui s'impose malgré tout, c'est parce que ça a changé, c'est le poste qui a changé, c'est cette différence entre le demi-centre qui était là, qui était l'homme à tout faire, qui occupait le poste à lui tout seul, puis maintenant cette dualité qu'on a installée entre le libéraux et le stopper. Vous auriez été davantage libéraux ou stopper en définitive? Bien, je pense qu'au départ, j'aurais plutôt été stopper. D'ailleurs, dans le WM, j'avais la charge de prendre l'avant-centre de près et aussi la possibilité de couvrir mes deux arrières, qui étaient Jakowski et Marche. Comme eux avaient aussi la possibilité de couvrir l'axe central. Donc, finalement, on arrivait presque à jouer avec un libéraux sans l'avoir au départ. Robert Jonquet, il est toujours difficile de faire un portrait de soi-même, mais quelles étaient d'après vous vos qualités fondamentales?
Bien, je pense que j'allais assez vite au démarrage, un bon jeu de tête et surtout un bon jugement des trajectoires de balles. Je crois que finalement dans le jeu de tête, c'est peut-être meilleur que d'avoir une très grande détente. Vous le savez peut-être, samedi dernier, je vous ai dit que dans la finale de la Ligue en Angleterre, de la Coupe de la Ligue, Nottingham Forest et Liverpool avaient fait match nul, donc ils devaient rejouer. Eh bien, ils ont rejoué. Et Nottingham Forest ne cesse pas de nous surprendre. Ce club qui monte de deuxième division, qui se promène en tête du championnat anglais, a gagné cette Coupe de la Ligue qui est très importante en Angleterre. Alors avec Didier Roustan, nous allons voir ces buts anglais et puis bien d'autres qui nous parviennent d'ailleurs, et puis même des buts d'Argentins, et cela nous intéresse plus particulièrement. Argentine-Pérou à Buenos Aires. Deux équipes qui seront présentes à la prochaine Coupe du Monde de football. Ce match compte pour la Coupe Ramon Castilla. L'équipe d'Argentine qui joue à gauche marque le premier but par Haussmann. À la mi-temps, Argentine 1, Pérou 0. L'équipe d'Argentine marquera un second but par Pagnanini. L'équipe du Pérou sauvant l'honneur à l'ultime minute par son avant-centre Rojas. Score final 2-1 pour l'Argentine. Luxembourg-Pologne, match de préparation pour les Polonais en maillot blanc. La Pologne étant, tout comme l'Argentine et le Pérou, qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde de football. Après un but de Lubinski, c'est Zarmak qui marque pour la Pologne. Luxembourg 0, Pologne 2. On joue seulement depuis 7 minutes. Fort de son avantage, l'équipe de Pologne va dès lors ralentir le jeu. 80e minute, encore un but de Zarmak. On s'achemine vers une large victoire de l'équipe de Pologne, mais Ritter réduit la marque à 5 minutes de la fin. Luxembourg 1, Pologne 3. Belgique-Autriche, encore un match amical, encore un match de préparation pour la Coupe du Monde. Un tir de Cook qui est renvoyé par la défense autrichienne. La Belgique en maillot blanc attaque avec son capitaine Lambert. Le centre est détourné sur la transversale par un arrière autrichien et but de Gertz. Ce sera l'unique but de la rencontre. Belgique 1, Autriche 0. Malgré cette défaite, l'Autriche a fait très grosse impression mercredi dernier à Charleroi. Liverpool-Nottingham Forest, finale rejouée de la Coupe de la Ligue. Liverpool en rouge sur la droite attaque par Phil Neal, mais Woods renvoie le tir du défenseur. Liverpool, qui s'est brillamment qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, domine tout au long de la première mi-temps. Ici un tir de Dalglish, mais Woods est bien placé. Nottingham Forest se crée néanmoins quelques occasions. Sur cette action par exemple, mais White rate sa reprise. Callaghan, qui cherche un partenaire démarqué, il trouve McDermott. Encore Callaghan, pour son capitaine Emlyn Hughes. Un tir de Dalglish à côté. De nouveau Nottingham Forest avec un tir de Hare, mais Clemens bloque. 0-0, c'était le score de la première rencontre entre les deux équipes. C'est également le score à la mi-temps de ce match. 53e minute. Woodcock part seul au but. Il est fauché par Thompson. Était-il dans la surface de réparation au moment de la faute? C'est l'avis de M. Patridge qui siffle le penalty. Penalty réussi par Robertson. Nottingham Forest 1, Liverpool 0. Dalglish pour Terry McDermott. But de McDermott, mais M. Patridge refuse le point, estimant que McDermott s'était aidé de la main. Nottingham Forest, un centre de Bower. Callaghan et Neal ratent le ballon, un tir de Robertson. Clemens détourne en corner. On joue les toutes dernières minutes.
Et malgré l'attaque de Liverpool, cette action d'Ayew et le tir de Kennedy qui suivra, le score restera inchangé. Nottingham Forest remporte donc la Coupe de la Ligue. Un doublé presque assuré pour ce club qui monte de deuxième division. Avouez que c'est un exploit surtout dans le championnat anglais. Robert Jonquet, on parle surtout du Grand Reims quand on évoque cette période, bien entendu. Et on parle rarement de l'avant Grand Reims. Je dirais comment cette équipe s'est formée. C'est-à-dire que les équipiers qui étaient avant là, qui ont formé quand même l'ossature de ce club, je pense en particulier à Appel, aux frères Sinibaldi, tous ces gens-là qu'on oublie parce qu'ils n'ont pas joué la Coupe d'Europe après. Oui, je pense que quand on parle du Stade de Reims, on oublie justement de parler des années 47-48 jusqu'à 52-53, où on avait comme entraîneur Henri Roessler, et je pense que c'est Henri Roessler qui a mis les premières pierres du Stade de Reims sur le sol, et après ça a très très bien continué. Le départ était assez difficile parce que il y avait tout un tas de jeunes qui étaient arrivés, et Henri Roessler a formé quand même une équipe qui est toujours restée en première division. Après, il y a eu une autre politique au Stade de Reims, et je pense que si la qualité des joueurs n'intervient pas, au contraire, il y avait des joueurs de très bonne valeur qui sont venus à Reims, mais c'était des achats, ce n'était plus la politique du début, faire des jeunes, les incorporer dans les équipes amateurs et petit à petit les faire passer à l'échelon professionnel. Vous-même, vous étiez parisien, comment êtes-vous allé à Reims ? Bien, c'est la guerre, les privations, la possibilité d'avoir un petit peu plus à manger à Reims, dont mon père était originaire, qui a fait que nous sommes partis à Reims. Et puis de là, je faisais un peu plus d'athlétisme à cette période-là que de football. Et puis après le football, j'ai pris la suite de Pierre Bimbilla, qui était lui demi-centre de l'équipe du Stade de Reims à cette période-là. Vous avez commencé relativement jeune ou vous êtes venu assez tard? À l'époque, ça se passait comment? Maintenant, on sait qu'ils commencent en minime, vraiment, ils sont suivis tout du long. Est-ce que vous avez éclaté assez tôt? Bien non, là on jouait en minime, en cadet, après en junior, puis après dans l'équipe amateur. Non, il n'y avait pas vraiment un travail en profondeur de fait, comme les clubs pro le font à l'heure actuelle. Alors ce travail en profondeur, nous allons le voir maintenant tel qu'il se passe de nos jours. Vous savez que tous les ans, à Cannes, on réunit pratiquement les meilleurs juniors du monde. Toutes les équipes nationales sont là. Et ce tournoi de Cannes est devenu une véritable institution. Pensez donc, il a cette année 28 ans d'âge, c'est-à-dire qu'il y a 28 ans que les dirigeants cannois ont eu cette heureuse initiative de donner ce spectacle en France. Nous les en remercions et Didier Roustan lui a fait un retour aux sources, c'est-à-dire dans sa mer bleue et ses bateaux blancs, Cannes avec sa croisette et ses palmiers, Cannes et ses festivals. 1949, ouverture officielle du Festival du film. 1950, premier festival international junior de football. 4 équipes de clubs participent à ce premier tournoi. Ça représente une sorte de Coupe du Monde junior. Bon, pour moi c'est beau, c'est la fête du football, c'est la fête des jeunes. On voit opérer de nombreuses équipes de tous les coins du monde. De tous les coins du monde, mais oui. Le tournoi de Cannes a grandi et prospéré au point d'être maintenant un grand classique du football mondial. On compte 6 équipes de clubs en 1954. En 1968, il y en a 8. 1969, 4 équipes de clubs sont maintenant confrontées à 4 équipes nationales. 1971, le tournoi ne se limite plus à l'Europe. Il accueille maintenant des formations d'outre-Atlantique comme le Brésil et l'Argentine. 1974, toujours 8 équipes, mais exclusivement nationales. Avec la disparition des équipes de clubs, une page importante de l'épreuve vient d'être tournée. 1975, enfin, avec la venue de l'Iran et de la Tunisie, qui représentent les continents asiatiques et africains. Si ce tournoi international junior a vu accroître son rayonnement et son prestige d'année en année, il le doit à l'inlassable dévouement des dirigeants de l'AS Cannes et en particulier au regretté Pierre Peauzy, véritable exemple de travail et d'enthousiasme sportif. Ça représente un rendez-vous de toutes les grandes équipes. Chaque année, c'est bien quoi. On peut s'instruire aussi. C'est une grande chose pour le football, car on voit des équipes internationales jouer à Cannes. Ça nous permet de connaître notre football, pas que celui de la France.
Le tournoi de Cannes, c'est un peu l'avant-scène du football mondial. À la Coupe du Monde 74, de nombreux spécialistes se montrèrent quelque peu surpris par le jeu défensif et stéréotypé de la formation brésilienne. Ces mêmes personnes sont étonnées par la participation de l'Iran à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde. Pour les Cannois, aucune surprise, les signes avant-coureurs ne trompent pas. Là, le tournoi, on a des chances d'échanger les maillots, tout ça. On peut faire des échanges avec d'autres pays, ce qui est bien. Ça rapporte, quoi. On peut connaître mieux les gens. Ça nous permet de suivre les équipes aussi, si on veut, de connaître des gens qui sont gentils. On peut aller avec eux sur le terrain. Du point de vue sportif, cette épreuve permet une confrontation utile et intéressante entre les jeunes valeurs internationales. Sur le plan moral et social, ces jeunes sportifs réunis une semaine durant apprennent à mieux se connaître, à s'apprécier, à s'estimer. Par la réunion dans la vie commune d'éléments de race, de langue, de conditions et de formations très différentes, ce tournoi est un contact et un lien. On a l'impression de voir des futurs Pelés. J'ai vu les grands joueurs comme Kempes, Alonso, et maintenant c'est drôle de les voir en professionnel. On voit de nouveaux joueurs qui seront peut-être de grandes vedettes plus tard. Alors c'est bien d'être avec eux. On retiendra particulièrement Raúl Campes, joueur de Valence et de l'équipe nationale d'Argentine. Ralf Edström, que les téléspectateurs français connaissent bien puisqu'il joua 4 fois avec le PSV Eindhoven contre Saint-Étienne en Coupe d'Europe. Jan Peters, joueur d'Alkmaar et de l'équipe nationale de Hollande. Enfin, Victor Rangel, 20 ans, considéré comme le meilleur joueur mexicain du moment. Ces 4 joueurs seront sur les terrains d'Argentine en juin prochain, tout comme vraisemblablement les Français Tussaud, Lacombe, Battiston, Barankelli, Bertrand Deman, Sanoun, qui se sont également illustrés tout au long des derniers tournois. Regardez bien ces jeunes, ce sont peut-être les grandes vedettes de demain. Ils arrivent au stade Pierre de Coubertin et se présentent au public cannois. Pour ce festival international junior 1978, les 8 équipes invitées se répartissent en 2 poules. Dans la poule A, on trouve la Finlande, le Mexique, la Bulgarie et la France. Dans la poule B, le Brésil, la Hollande, l'Iran et l'URSS. Depuis mardi, c'est la fête à Cannes, la fête de la jeunesse bien sûr, mais également et surtout la fête du football. Vous avez remarqué toute la ferveur de Didier Roustan dans son commentaire, il faut vous expliquer. C'est un fanat de football et en plus il est cannois. Vous voyez que toutes les conditions étaient réunies. Et comme chaque année, à Pâques, il y a de nombreux tournois qui se déroulent. Et notre rôle est toujours de venir au secours des bonnes initiatives. Alors je vais vous les citer, peut-être être un peu fastidieux, mais pour ceux qui seront dans la région concernée, je pense que ça les incitera à y aller. Il y a d'abord le tournoi de Montaigu, qui est devenu un véritable championnat du monde des minimes. Et cette année, grâce toujours à M. Van den Brink, qui a créé ce tournoi et qui ne cesse de faire des efforts pour vous apporter un bon spectacle, il y aura, en plus de toutes les grandes équipes, les Américains et les Canadiens qui débarquent. Alors c'est vraiment à suivre. Il y a aussi un tournoi à Bonneuil, c'est un tournoi cadet, Bonneuil dans la banlieue de Paris, avec Arsenal, Barcelone et bien d'autres clubs européens. Et puis les tournois juniors, qui se déroulent à Roubaix, à Saint-Martin, dans la banlieue de Montpellier, à Saint-Malo, à Orléans. Et puis sachez que lundi, le Red Star accueille à 16h à Saint-Ouen le club portugais de Guimarães. Vous voyez qu'on ne chôme pas en football à l'époque de Pâques, c'est exactement même le contraire qui se produit. Robert Jonquet, question classique, presque banale. Vous avez eu en face de vous tous les grands avant-centres de l'époque, parce qu'il faut dire que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure que vous avez même été sélectionné dans une équipe continentale contre l'Angleterre, ce qu'on appelait le reste du monde contre l'Angleterre à l'époque, l'Angleterre étant une puissance à elle toute seule, ce n'est plus le cas. Quel est l'avant-centre qui vous a fait le plus d'impression? Oh ben, indiscutablement Di Stefano. C'est vrai que vous l'avez affronté en Coupe d'Europe. Plusieurs fois et aussi dans des matchs amicaux parce qu'à cette période, le Stade de Reims faisait beaucoup de matchs amicaux et nous jouions assez fréquemment contre le Real Madrid. Et vraiment, c'était l'homme au-dessus des autres, quoi. D'autres grands joueurs qui vous ont impressionné, je pense peut-être à Stanley Matthews. Ah, Matthews, oui, c'était un... Mais enfin, lui, il jouait lié, alors je l'avais moins en contact direct. Il y a bien sûr, il y a eu Pelé, il y a eu Coppens. C'était un genre que je n'aimais pas beaucoup parce qu'il avait une excellente couverture de balle. Et ça me gênait aussi dans les interventions.
Dans les ailiers, vous les voyez quand même de près, même si vous n'aviez pas à les marquer. Qui vous a fait le plus l'impression? Ah ben, Garincha. Garincha, tout le monde savait ce qu'il allait faire. Il le faisait et il passait. Alors, vous savez... Un peu comme Rento. Oui, comme Rento. Peut-être meilleur d'ailleurs. Mais avec un démarrage sur 5-6 mètres, où il y avait, pour ainsi dire, personne qui pouvait le tenir. Honnêtement, hein, le couper en deux, c'était possible, mais courir comme lui, c'était pas possible. Vous êtes bien placé pour parler d'un problème que l'on évoque souvent dans cette émission, en tout cas quand les gardiens de but viennent, puisque vous étiez le dernier rempart avant le gardien de but. On a l'impression qu'actuellement, le rôle du gardien de but a un peu diminué par la super défense qu'on lui met devant. Bien, enfin, moi qui ai toujours été défenseur, il me semble... Nous avons évoqué le tournoi de Cannes tout à l'heure, il se déroule en ce moment, bien entendu, et il fallait bien envoyer des caméras. Nous avons choisi une affiche connue pour nous. Bulgarie-France, ou France-Bulgarie, comme vous préférez. Nous n'oublierons pas de sitôt, au stade, bien entendu, des professionnels. Mais nous allons voir si les juniors ont confirmé ou infirmé le résultat qu'avait obtenu notre tricolore face à ces Bulgares qui s'étaient qualifiés, rappelez-vous, bien entendu, pour la phase finale de la Coupe du Monde. Jean Rénal au commentaire, Gilbert Larriaga aux images. Il faisait un temps splendide au stade de Pierre de Coubertin à Cannes pour cette rencontre qui oppose la France en maillot bleu à la Bulgarie en maillot blanc. Des Français un peu désabusés car le Mexique ayant battu la Finlande par 4-0, ils ne pouvaient plus se qualifier pour la finale. Pourtant, dès la 8e minute, vous allez voir que les Français vont avoir une occasion, une attaque de De Zerbi, le Bastier, qui réussit à centrer une tête de Stopira. Le gardien de but bulgare, Ivanovov, qui est très grand, bloque la balle. Les Français vont même réussir un but à la 22e minute. Dans quelques instants, après une action à nouveau de De Zerbi, la balle pour Vis. Mais M. Kitabjian refuse le but et le ralenti va nous montrer que l'arbitre avait eu raison, car effectivement, Vis était hors jeu. Vous allez voir la belle passe de De Zerbi à Vis. L'ailier droit français, le capitaine de l'équipe, en position de hors-jeu, était en position d'avant-centre là. Effectivement, au moment où De Zerbi lui donne la balle, il est derrière les défenseurs, donc ce but a été refusé fort justement par M. Kitabjian. Mais les Français ne se découragent pas, sous l'impulsion notamment du numéro 8, le Stéphanois Borel, et aussi du numéro 6, Marsiglia. C'est lui qui a la balle en ce moment, qui malgré son nom est de Boulogne-sur-Mer. Vis, le capitaine, à l'aile droite, qui a fait un très bon match, ainsi que De Zerbi. Le danger venait des ailes. Reprise de volée précisément de De Zerbi. Encore un bel arrêt du gardien de but bulgare, Ivanovov. A noter qu'au cours de cette première mi-temps, les Bulgares n'ont pratiquement jamais attaqué. Le ralenti nous montre cette reprise de De Zerbi, très bien arrêtée par Ivanovov, le gardien de but bulgare. A noter que les Bulgares qui avaient concédé jusqu'à présent 2 défaites, alors que les Français, eux, ont réussi, si je puis dire, 2 matchs nuls. En tout cas, les Français, eux, sont invaincus. Mais ils n'ont pas remporté de victoire. Toujours De Zerbi, le meilleur Français en première mi-temps. Il est vrai qu'il a l'habitude de jouer avec les professionnels. Il a même joué en Coupe d'Europe avec Bastia. Et à la mi-temps, rien n'a été marqué de part et d'autre, donc 0-0. Une équipe de France qui n'est pas très efficace, puisque depuis le début du tournoi, elle n'a réussi qu'un but. Et pourtant, dès le début de la deuxième mi-temps, vous allez voir la plus belle occasion de la rencontre, Marsiglia qui a donné à Ako, le numéro 2, une tête de vis sur la transversale. Et le gardien de but tout de même bulgare, Ivanovov, n'était pas battu, je ne le pense pas, car sur les balles hautes, il est très fort. Voici l'arrière Ako, un arrière très offensif, la tête de vis sur la transversale, alors que Stopira, l'avant-centre, était là lui aussi. Nous passons maintenant à la 58e minute. Et une action vraiment très percutante de Stopira, l'avant-centre, en position d'ailier droit. Attaqué par Stoyanov. Il y a même une faute de Stoyanov. Il réussit à centrer. En retrait, c'est très bien joué. Un tir de Borel, contré. La balle revient à Stopira, mais il y avait 3 défenseurs bulgares qui ont envoyé la balle en corner. Nous allons revoir cette action, je pense, au ralenti. Voilà, le centre de Stopira.
Le tir contré de Borel. Il a un peu trop poussé sa balle là, le Stéphanois. La balle est revenue à Stopira, mais il y avait du monde. Et toujours pas de but. Nous allons quand même vous montrer une action bulgare, la seule de la seconde mi-temps. C'est dire que les Bulgares cherchaient surtout le match nul, ils n'ont pratiquement pas attaqué. C'est Zvetanov, le numéro 6, en position d'ailier gauche, qui centre et qui permet enfin à Merel, le gardien de but français, d'effectuer un très beau plongeon, car il n'a pas touché beaucoup de balles cet après-midi au stade Pierre de Coubertin à Cannes. Voici à nouveau le centre de Zvetanov et la belle envolée de Merel. De très belles images là de Gilbert Lariaga et de l'équipe technique de la SFP. À nouveau une attaque de Oko. Pour De Zerbi, pour l'autre arrière, Drey aussi. Vous voyez que les deux arrières français attaquent. Une tête de vis, mais le gardien de but, Ivanovov, une fois de plus, était très bien placé. Le match va s'achever dans quelques instants alors que nous revoyons cette belle action de Drey aussi et la tête de vis qui échoue une fois de plus sur le gardien de but bulgare Ivanovov. La rencontre va se terminer dans une minute environ, alors que les Français, là c'est Merel qui sauve de peu le corner, les Français ne vont pas réussir à marquer un but. Ce sera donc le troisième nul en 3 matchs, les Français qui vont prendre la deuxième place de ce groupe, alors que le Mexique, vous le savez, grâce à sa victoire sur la Finlande par 4-0, est qualifié pour la finale. Une équipe de France qui a déçu ici à Cannes. Mais regardez cette équipe de Bulgarie, qui n'a pas encore gagné un match depuis le début du tournoi, et ça c'est presque sa dernière occasion, dégage un peu n'importe comment, se satisfait du match nul. Ce match nul qui pourtant ne lui donne que la 4e et dernière place de son groupe. Derrière la Finlande, la France et le Mexique. Et les Français attaquent encore, essayent de réussir enfin ce but qui récompenserait les spectateurs cannois qui l'attendent depuis le début de la rencontre. Mais non, on dégage un peu n'importe comment du côté bulgare, on fait surtout de l'anti-jeu. Presque tous les joueurs sont regroupés en défense. De toute évidence, on ne sait trop pourquoi, on cherche le match nul. Et pourtant, cette équipe l'an dernier a gagné ce tournoi. Il est vrai que chez les juniors, les formations d'équipe changent très souvent. Vous voyez encore ce dégagement. Comme si la Bulgarie menait, comme si la Bulgarie était presque qualifiée pour la finale. Mais non, elle va terminer dernière. Mais est très satisfaite de ce 0-0. Qui déçoit un petit peu les Français, bien entendu. Qui espéraient encore ce matin se qualifier pour la finale. Mais le Mexique leur avait ôté toute illusion. Et là, ils ne vont même pas remporter une victoire au cours de ce tournoi de Cannes. Alors que M. Kitabjian siffle la fin de la rencontre, qui se termine donc par 0-0 entre la Bulgarie et la France. Ils n'ont pas voulu nous faire plaisir, ces juniors, ils n'ont pas voulu inscrire de but. Enfin, nous avons eu quelques bons ralentis, et en particulier un très beau plongeon du gardien. Il faut se satisfaire dans ces cas-là. Robert Jonquet, si nous passions un peu au présent, qu'est-ce que vous faites actuellement? Bien, je suis toujours en Champagne où je vends des bouchons pour le champagne. À Reims, ça s'impose effectivement. Vous êtes occupé de football pendant un certain temps après la fin de votre carrière. Je m'en occupe encore à l'heure actuelle dans un club de division d'honneur à Chalon-sur-Marne. Pourquoi Robert Jonquet, avec l'aura qui était la sienne, avec le nombre de sélections que vous aviez, n'est pas devenu entraîneur d'un grand club? Bien, j'ai été entraîneur 2 ans à Strasbourg et je suis revenu à Reims 3 ans. Et ce milieu professionnel m'a tantiné et écœuré. Vous êtes déçu par la fréquentation du professionnalisme? Pas enfin des joueurs un tout petit peu, mais alors le côté dirigeant, pour moi c'est catastrophique. Il y a une différence avec votre époque? Ah, il me semble que lorsque j'ai débuté dans le championnat professionnel, nous avions des hommes comme M. Hilgen, M. Canard, M. Germain, Curiot, Leleu. Ça, c'était la base du club. Et c'était bien sûr des dirigeants, c'était des amis. D'ailleurs, M. Hilgen, nous l'appelions Papa Hilgen. Et nous avons toujours des très bonnes relations avec ces gens-là. Ils étaient humains. C'était des gens qui gérer une affaire, qu'il était capable de sortir le carnet de chèques à la fin du mois parce qu'il n'y avait pas eu suffisamment de recettes. C'était des mécènes. Ouais. C'était aussi des mécènes qui faisaient ça pour leur plaisir aussi. Et par amour du football. Mais c'était des hommes bien droits qui n'auraient certainement jamais accepté ce qui se passe
en ce moment dans le football professionnel. Vous avez l'impression que maintenant, il y en a peut-être qui le font par amour du pouvoir? Un petit peu par gloriole, je pense, oui. À part ça, vous fréquentez les stades, je pense que vous allez souvent voir jouer le stade de Reims. Eh bien, le dernier match que j'ai vu à Reims, ça doit faire un peu plus d'1 an et demi. J'avais été voir Nantes, j'ai mon ami Vincent qui est entraîneur. Et lorsque je suis arrivé, il y avait déjà 2-0 pour Nantes et le score est resté là. Mais enfin, j'ai vu Jean-Vincent à la fin du match. Et Reims, il y a des problèmes en ce moment. Reims qui se retrouve dans les toutes dernières places du classement. Oui. C'est triste quand même, un club avec le passé de Reims et de se retrouver dans ce genre de difficultés. Oui, je pense que là, il y aurait beaucoup de choses à dire. L'émission ne suffirait peut-être pas. Ne suffirait pas, non. Pardon, excusez-moi. Ce sont les frimas de l'hiver. Nous allons revenir au championnat. Je vous ai dit en début de cette émission que je ne voudrais pas le résultat de Nice-Marseille, le derby méditerranéen, une Méditerranée en particulier qui convient au football, parce que quand on pense que Monaco est en tête du championnat, Nice est 6e, Marseille est 2e, Monaco et Bastia vont se rencontrer en coupe, donc ils sont toujours qualifiés. Cela fait beaucoup. Et ce match Nice-Marseille avait beaucoup d'importance, tout simplement parce que Marseille, 2e, joue le championnat, alors que Nice, 6e, espère encore accrocher une place qualificative pour une coupe UEFA, ce qui ferait du bien aux Azuréens la saison prochaine. Donc nous allons suivre maintenant avec Alain Schneider et Lucien Gavinet ce match Nice-Marseille. Cette action des joueurs de l'OGC Nice en maillot rayé, rouge et noir, qui va se terminer dans quelques secondes par un tir de Katalinski, illustre bien la physionomie de la première période. Nous avons vu le tir de Katalinski, de bonnes actions en général qui malheureusement n'aboutissent pas. Les Marseillais en maillot blanc ne sont pas en reste, nous allons le voir dans un instant. Eux aussi se montrent offensifs, dangereux, mais ils ne trouvent pas non plus le chemin du but. Nous sommes à la 24e minute de jeu. Jusqu'à présent, le score est vierge, 0-0. Les deux gardiens, Mijon pour l'OM et Giacomo pour Nice, ont été, on peut le dire, à l'ouvrage. Et les arrières aussi, tels Morabito, qui va sauver sur sa ligne le but. Morabito, nous l'avons vu, nous allons le revoir dans quelques secondes au ralenti. Les Niçois ont eu chaud sur ces actions et nous allons revoir au ralenti donc ce sauvetage miraculeux, on peut le dire, de Morabito sur sa ligne de but. Le voici, il était temps. 0-0 donc toujours après 26 minutes de jeu. Nice-Marseille, effectivement, c'est le match du jour. C'est le match entre le 6e et le 2e du classement. La composition des équipes est celle annoncée dans la presse, a signalé la rentrée dans les rangs niçois de Jean-Noël Huth, qui porte le numéro 8. Ne cherchez pas d'autre part Trésor dans le camp adverse, il souffre encore de son genou et il a dû déclarer forfait. Et c'est Bracci qui porte le brassard de capitaine dans les rangs de l'Olympique de Marseille. De bonnes actions donc de part et d'autre, mais hélas, les attaquants ne peuvent trouver le but. Les attaquants qui, eux aussi, sont à l'ouvrage. Pour l'OM, il y a Flores avec le numéro 10, il y a Berdol, très actif Berdol avec son numéro 16, et Boubacar qui porte le numéro 7, tandis que dans le camp adverse, Toko, que nous voyons ici avec le numéro 12, est lui aussi très actif, très menaçant. Il y a Biekovic, numéro 9, Sanchez, numéro 7, et la ligne de milieu de terrain dans les rangs de l'OGC Nice avec Jean-Noël Huth, donc qui fait sa rentrée, avec Jouve, numéro 6, et Jean-Marc Guillou, le numéro 10. « 27e minute, corner pour Nice, tiré par Sanchez. Et suivez bien la balle et la tête de Toko et un très bel arrêt de Mijon. La même action au ralenti qui nous prouve que sur leur terrain du Stade du Ray, les Niçois sont résolument offensifs et entendent bien marquer.
Les supporters marseillais sont venus très nombreux au Stade du Ray où la température est assez clémente, les conditions atmosphériques sont bonnes. Et on peut dire que le jeu de part et d'autre est de qualité malgré certaines erreurs, effectivement, dans un camp ou dans l'autre. « 30e minute de jeu, dégagement de Mijon, le gardien de l'Olympique de Marseille. Dans un instant, les Marseillais vont obtenir un corner. Un corner que va tirer Bacconnier. Et suivez bien l'action qui va immédiatement suivre le corner. À bout portant, Flores tire, mais le gardien niçois parvient à repousser la balle. Une nouvelle fois, les Niçois ont eu chaud. Et la mi-temps survient sur le score de 0-0. « 61e minute de jeu. Les Niçois sont sans doute déçus de n'avoir pu marquer au cours de la première période. Ils attaquent, mais ils doivent aussi se défendre. Ici, Berdol est attaqué d'une façon irrégulière par Katalinski. Nous revoyons l'action au ralenti. Katalinski qui va recevoir un avertissement. C'est un coup franc qui est accordé par l'arbitre à l'Olympique de Marseille. Flores s'apprête à tirer le coup franc et suivez bien la trajectoire du ballon. Baraja, l'un des piliers du mur, va heurter le ballon de la tête et c'est le but. Le même but au ralenti, nous sommes à la 62e minute de jeu. Vous avez vu Baraja, l'arrière de l'OGC Nice, toucher le ballon de la tête. Et la balle pénètre dans les filets niçois. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. C'est la joie dans la tribune des supporters de l'Olympique de Marseille. Les minutes s'égrènent et tranquillement nous arrivons à la 42e minute de jeu. Les Niçois ont procédé par contre-attaque, ils ont également procédé à des attaques, mais sans résultat. Le score, 3 minutes avant la fin du match, est toujours de 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Dans les tribunes, on pense que c'est une nouvelle victoire pour les Marseillais. Marseille qui continue d'attaquer. Et Nice qui ne baisse pas les bras. Flores. Mais Boubacar ne peut se saisir du ballon et Toko dégage. Et suivez bien cette action car dans un instant on peut dire que les efforts de l'OGC Nice vont être payants.
C'est ici que Nice va égaliser, à la surprise générale, il faut le dire. Biekovic était-il hors jeu ou non? C'est la question que l'on peut se poser. C'est la question que se pose Mijon. Mais l'arbitre considère qu'il n'y avait pas hors jeu, ou qu'en tout cas, l'action menée par Biekovic à ce moment-là n'entravait pas le bon déroulement du jeu. Un but partout, c'est le score final. Ce fut une partie intéressante, mais on peut dire qu'effectivement, Nice revient de loin. Il était couvert. Les résultats de cette journée a remarqué plus particulièrement le score de Metz. L'attaque de Metz est réveillée, 5 buts à domicile contre Bordeaux et les 2 victoires à l'extérieur, celle du Paris Saint-Germain qui va gagner à Laval 2-1 et celle de Nancy qui bat 3-3 sur le score de 3-2. Le classement à la suite de ces résultats, 3 premiers. Décidément, c'est l'indécision qui règne sur ce championnat. Marseille, Nantes et Monaco, 41 points. 4e Strasbourg, 39. 5e Nice, 37. 6e Saint-Étienne, 37. 7e Sochaux, 36. Et le bas du tableau où les positions sont aussi difficiles qu'en tête de tableau, à savoir que à partir de Lyon, avec 28 points, tous les clubs se tiennent de très près. Metz 28, Valenciennes 26, Lens 25, Nîmes 25, Reims 25, Troyes 24 et Rouen 16. Bien malin qui dira les clubs qui descendront en 2e division. Venons-en à cette 2e division avec les résultats aussi du jour. Dans le groupe A, Épinal et Angers, match nul 1 partout. Chaumont bat Cannes 2-1. Avignon bat Auxerre 2-0. Et Ajaccio à l'extérieur bat Fontainebleau 1-0. Dans le groupe B, Dunkerque et Boulogne, match nul 0-0. Guignon totalise contre Guingamp 4-0. Poissy et Quimper en match nul. Paris Football Club bat Limoges 2-1. Lille, qui est toujours sur une bonne série, bat Tours 2-0. Le Red Star, 2e club parisien, qui gagne aussi contre Angoulême 2-0. Enfin, Rennes et Lucé en match nul 1 partout et Brest qui réussit 4 buts pour 2 à Caen. Voilà, c'est les résultats à peu près complets de cette journée. Vous aurez l'occasion à partir de mardi de détailler tout ça. Nous avons les résultats chauds, les matchs viennent de se terminer, nous ne pourrons pas entrer plus amplement dans le détail. Robert Jonquet, nous allons évoquer maintenant Saint-Étienne. Nous avons créé un Saint-Étienne Story. Beaucoup de téléspectateurs, pour dire très très nombreux, nous écrivaient en disant nous voulons revoir Saint-Étienne. Eh bien, ils ont maintenant chaque semaine un match de Saint-Étienne qui leur apporte, je crois, les souvenirs, parce que nous sommes tous à la recherche de souvenirs un peu dans le sport. Oui, Saint-Étienne a marqué une longue période du football français. Alors comment vous avez vécu cette période stéphanoise, vous les anciens Rémois, vous qui étiez les seuls à avoir brillé en tant que club, et on vous a volé une partie de votre gloire, là, Saint-Étienne? Oh non, parce que je pense que les Stéphanois l'ont mérité. Ils ont fait des matchs extraordinaires et ils ont dominé le football français pendant une longue période. Avec une équipe sympathique qui jouait bien au ballon. Je reviens un peu là-dessus parce que on parle souvent d'équipe et on parle plus de physique que de technicien. Et il me semble quand même que le jeu de ballon, c'est un jeu technique. Le côté physique est peut-être important, mais enfin, le côté technique l'est aussi parce que le spectateur qui vient voir un match, s'il ne voit que des coureurs à pied, je vais employer ce mot-là, et pas de technicien, si on lui vole un peu le spectacle, il est possible qu'à un certain moment, il préfère rester chez lui ou aller au cinéma. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans certains clubs. C'est un peu la... Là, on retrouve un peu la querelle traditionnelle, c'est-à-dire que depuis que le football, disons, du Nord, le football batave et le football allemand a formé des athlètes, vous, les anciens, surtout ceux de l'équipe de France de 58 et de Reims, vous prenez un peu le contraire. Hein. On retrouve ça chez Albert Batteux, chez Raymond Coppa. Oui, mais les Hollandais ont des joueurs de talent. Qui vont vite et qui sont vraiment techniques. Oui. Il ne suffit pas de faire 1m90 et puis de courir vite. Même pour le rugby, il faut aussi être technicien. Alors, nous allons voir maintenant donc un Saint-Étienne Story
c'est-à-dire l'histoire en Coupe d'Europe des Stéphanois, ni plus ni moins. Le titre prétentieux, mais il résume ceci. Le 19 mars 1975, les spectateurs de Geoffroy Guichard attendent les Polonais de Roccorzo, mais aussi et surtout les Verts. Triantafilos, Kurkovic, Farison, Piazza, Patrick Révelli, Lopez, Janvion, Larquet, Battenay, Hervé Révelli, Sinaegel. Battus 3-2 lors du match aller, les Stéphanois en sombre, sur une pelouse enneigée, cherchent une qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. C'est la 3e minute de jeu. Piazza va tenter de rentrer dans la surface. Abattu, coup franc, décrète l'arbitre, qui vient de tirer Larquet, qui reprend ce ballon détourné, Janvion, et les Stéphanois mènent 1-0 à la 3e minute de jeu. Nous le revoyons, ce but. C'était le délire à Geoffroy Guichard. Saint-Étienne avait refait son handicap. Maintenant, il fallait soit aggraver le score, soit tenir. Mais tenir pendant 87 minutes. Hervé Révelli tire. Le gardien polonais commet une erreur, mais sans danger pour lui. Et puis Kurkovic, sur un tir de Mazik, en première mi-temps toujours, un des seuls. Il fait très froid à la mi-temps, mais peu de supporters sentent mordre la température. Il faut tenir, c'est ça qui est important. Toujours 1-0 en début de cette deuxième mi-temps. Il faut que Saint-Étienne conserve cet avantage pour parvenir aux demi-finales. Et peut-être se relâchent-ils les Stéphanois, et les joueurs de Chorzo en profitent pour monopoliser le ballon au milieu de terrain. C'est eux qui dictent un peu leur loi. À ce moment-là, on a peur à Geoffroy Guichard de recommencer la contre-performance de Chorzo, surtout en première mi-temps. Imprécision des Polonais, heureusement. Un coup franc de Larquet, le gardien détourne. 84e minute de jeu, Triantafilos rentre dans la surface. Le Grec va se jeter avant même qu'on ne le touche. L'arbitre décrète penalty. Hervé Révelli ne rate pas son tir. C'est le but libérateur. 2-0 pour Saint-Étienne. La joie d'Hervé Révelli. Son frère Patrick Révelli. Une incantation profane à un ballon qui va les conduire en demi-finale. 16 ans après Reims, le football français sort de l'ombre et s'affirme au niveau européen. C'était ça les grands moments de Geoffroy Guichard. Nous les avons tous vécus, soit en direct, soit à la télévision. Et je vous précise que Saint-Étienne jouera le 27 mars un match amical, ce n'est pas original, mais à Béziers. Parce qu'on a l'impression que les Verts maintenant vont s'attaquer au domaine du ballon ovale. C'est sans doute un match de promotion. Eh bien, si le football peut gagner à Béziers, pourquoi pas? Ils ont déjà une grande équipe de rugby, pourquoi n'aurait-il pas une grande équipe de football? Robert Jonquet, a posteriori maintenant, lorsque vous avez vu cette grande épopée stéphanoise, et surtout la gloire qui a ressurgi sur Saint-Étienne, est-ce que vous n'avez pas un peu regretté, vous qui aviez connu la même chose, que les moyens audiovisuels n'aient pas été autant développés à votre époque? Oui, ça c'est possible. Enfin, c'était une période comme ça, on ne doit pas avoir trop de regrets quand même. Oui, mais au fond de vous-même, quand même, vous n'êtes pas dit, bon, si la télévision avait été là, s'il y avait eu des directs, si la France entière nous avait vu jouer, alors que c'était réservé, dans le fond, à 30 ou 35 000 personnes à chaque fois, il y a sans doute un regret. Oui, il y aurait certainement eu une autre retombée, un peu plus grande. Enfin, vous savez, toutes les époques sont marquées par certaines choses. Disons-le, de votre temps, ça rapportait moins que maintenant. Sûrement, oui. Enfin, ça, c'est secondaire. Vous savez, quand on rentre sur un terrain, c'est en général pour gagner, le reste, c'est après. Vous y pensiez peut-être moins. Oh, oui. C'est certain. Nous allons voir en même temps quelques échos qui vont nous situer l'actualité du monde du football cette semaine. Les échos de Téléfoot. Il n'y a plus une seule place pour le France-Brésil le samedi prochain. Les artistes brésiliens conservent toujours leur pouvoir attractif. Quant à l'équipe de France, elle sera privée de Janvion. Pour les Français, le danger viendra du toujours jeune Révillino, reconverti en numéro 10, un poste qu'occupait le roi Pelé. L'autre vedette de la sélection nationale du Brésil se nomme Zico. Le voici, c'est un technicien redoutable par son efficacité et c'est aussi la nouvelle idole des Carioca.
À l'occasion de cette rencontre France-Bézil, le Marseillais François Bracci va faire son entrée en équipe de France. François Bracci compte déjà 13 sélections en équipe nationale. Il fut en effet un des joueurs lancés par Stefan Kovac. C'est un candidat pour l'Argentine qu'il faudra suivre aux côtés de son coéquipier habituel, Marius Trésor. Aux éditions PAC, nos confrères Robert Richat et Francis Le Goulven publient un ouvrage intitulé « L'équipe de France pour l'Argentine ». Dans ce livre préfacé par Michel Hidalgo, tous les possibles pour Buenos Aires sont passés en revue et chacun profite d'un portrait brossé avec talent par les auteurs. Vous saurez tout de Michel Platini, l'homme à l'humeur conquérante, paraît-il, à Christian Lopez, joueur d'une loyauté exemplaire. Ça, nous le savons. Voilà. Formule traditionnelle ô combien, l'émission touche à sa fin. Robert Jonquet, j'étais vraiment très heureux de vous recevoir et je suis certain, je peux m'avancer, que les téléspectateurs aussi. Merci d'avoir fait le voyage de Nous Reims. sommes trois heureux alors. Merci. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain pour un prochain téléfoot qui fera suite à France-Brésil, bien entendu. Merci de votre attention. À samedi prochain.